Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur El Marhalebiya. Quel plaisir de vous retrouver, merci pour votre fidélité, vous êtes très très nombreux à nous suivre. Merci pour vos partages, vos likes ce soir. La journée est bien évidemment marquée par ce 30 août. C'est la journée internationale des disparus forcés. On va consacrer une très très grande partie de cette émission avec nos invités 20 ans, 25, 30 ans après, notamment liés à cette décennie rouge. On va y revenir avec nos invités. Ils sont des milliers de disparus. Certains parlent de 15, 20, 25 000 hommes, femmes, jeunes, enfants sont disparus et des parents, des papas, des mamans, des familles entières qui sont encore meurtries, qui sont victimes psychologiquement, qui sont encore dans l'attente de plusieurs réponses. Notre fils, notre fille est-elle vivante? Voilà ce que des parents disent encore aujourd'hui. Des familles, a-t-il subi de la torture en parlant toujours d'un membre de leur famille? Le droit de savoir, où est le droit de savoir? Où sont les corps? Tant de questions. Où est la vérité? Voilà encore cette année, en ce 30 août 2022, tant de questions qui se posent un peu partout dans le monde, mais ce soir, on va consacrer bien évidemment ce numéro en particulier en pensant à ces dizaines de milliers de disparus en Algérie. Et puis dans le même temps, l'Algérie, un président, Abdelmadjid Tebboune, qui parle d'une main tendue maintenant depuis plusieurs mois. Il en a rappelé notamment au Conseil des ministres. Où est cette main tendue alors que le peuple attend tant de réponses? On parle ce soir notamment des disparus, mais il n'y a pas que. Il y a ces enquêtes qui restent aujourd'hui sans suite, notamment au niveau des feux, au niveau de la Covid, au niveau de certaines tragédies, certains assassinats comme Boudiaf ou encore Mahato Blounès par exemple. Et puis bien sûr cette décennie rouge qui aujourd'hui reste sans réponse avec tant de questions. Pour en parler, le titre de l'émission, vous l'avez vu, qui s'est affiché, donc Algérie, des milliers de disparus. Avec nous donc, nous avons normalement Maître Aïssa Rahmoun, bonsoir. Oui, bonsoir Chaban, bonsoir aux invités et aux téléspectateurs qui nous suivent actuellement sur les ondes de El Marhalebiya. Merci infiniment d'être là, Maître, avec nous, défenseur des droits de l'homme. Anis Al-Khama, bonsoir, militant politique. Bonsoir Chaban, ravi d'être avec vous. Alors on vous voit, oui, on vous entend légèrement saccadé, mais je suis sûr que ça va se régler. Asdine Toumi en Algérie, militant politique. Bonsoir Asdine Toumi. Bonsoir cher ami Chaban, bonsoir à tous les invités, à cher Maître Rahmoun, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci. Nous devrions avoir, je l'espère, Nassera Dutour. Est-ce que Nassera Dutour est avec nous? Pas encore. Nassera Dutour qui, je l'espère, va pouvoir donc se libérer. Sachez qu'aujourd'hui, à Paris, place de la République, 17h, 20h, il y a eu un rassemblement qui se termine puisqu'il est 20h11 en France, 19h11 en Algérie, qui se termine avec tout un programme qui va s'afficher dans quelques instants sur votre écran, avec notamment des tables rondes pour évoquer cette thématique, agir contre le déni de justice, puisque qui dit disparu dit sans réponse. Où est la vérité? On va parler aussi de justice ce soir. Et on va commencer avec vous, Asdine Toumi. Vous êtes en Algérie. Aujourd'hui, c'est une journée importante. Hein. On est le 30 août. C'est la journée, comme je le disais, une journée internationale des disparus forcés. On devrait normalement, encore une fois, on le disait l'année dernière à la même date, hélas, mais on devrait encore cette année avoir peut-être un président, Abdelmadjid Tebboune, qui, je le rappelle, sort de toute une série de cérémonies lors d'un accueil consacré au président français, puis actuellement au président éthiopien. On devrait avoir toute une série de cérémonies d'hommage, de pensée aux détenus. Encore une fois, cette année, les familles restent sans réponse. D'abord, je salue toutes les familles qui sont encore dans l'incertitude, qui n'ont pas d'informations sur leurs enfants, sur leurs frères, sur leurs parents jusqu'à aujourd'hui. Et toute la responsabilité incombe à ce système. Un système qui a piétiné les droits humains depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui.
à travers plusieurs dates, plusieurs événements et plusieurs choses, que ce soit des années 90, que ce soit les événements 2001 en Kabylie, que ce soit les arrestations, etc., pendant le Hirak, etc., pendant tous ces événements. Mais moi, je pense que le pouvoir, les détenteurs du pouvoir dans notre pays n'ont aucune volonté et n'ont aucune intention de répondre à toutes ces questions ou d'ouvrir des enquêtes sérieuses ou de mettre de la lumière sur ces dossiers parce que c'est un système qui fonctionne dans le flou, c'est un système qui se permet tout. Il ne se pose aucune limite quand il s'agit de se maintenir ou de trouver le moyen de se maintenir. Moi, j'ai entendu j'ai entendu à la télévision un ancien responsable pendant cette décennie justement qui avait dit que les services de sécurité, ce qui importe, c'est le résultat, peu importe le moyen avec lequel on arrive au résultat. Donc vous voyez dans quelle logique ils sont. Il y a quelque chose qui s'appelle les droits de l'homme. Il y a quelque chose qui s'appelle les droits humains, les valeurs humaines. Il y a des textes internationaux ratifiés par l'Algérie. Il y a la constitution algérienne, même si elle est entre guillemets contestée. Mais en tout cas, il y a cette question des droits de l'homme qu'il ne faut pas oublier. Le pouvoir, quand il s'agit de s'imposer par la force des fois, il ne se pose aucune limite et il n'hésite pas à piétiner sur les droits de l'homme. Et vous avez vu la réponse de Bouteflika en 99 quand il a été interpellé par une dame, etc. Elle lui a répondu d'une manière vraiment agressive, humiliante. On ne répond pas à quelqu'un qui a perdu quelqu'un de la famille de cette manière-là. Et il a dit il faut être capable de dire les faits net. Non. La réconciliation nationale, normalement, elle ne devrait pas être synonyme d'égalité entre le bourreau et la victime, ne devrait pas être synonyme d'impunité pour ceux qui ont été qui ont la main dans ces choses-là. Donc, eux, ils ont voulu faire de cette réconciliation nationale comme une éponge, effacer tout ce qui s'est passé. On ne peut pas demander à des familles d'oublier leurs enfants. Ils ont le droit de savoir. Ils ont le droit d'avoir des réponses à leurs questions. Où sont leurs enfants? Sont-ils morts? Sont-ils enterrés? Où est-ce qu'ils sont enterrés? Sont-ils en prison? Etc. Je reviens à vous. Coupables de quelque chose, même s'ils sont coupables de crimes ou de quelque chose, il y a la justice, ils doivent savoir. Donc aujourd'hui, il faut mettre de la lumière sur ces choses-là, sinon on ne pourra jamais avancer. Vous faites la réconciliation, oui, on va y revenir bien sûr, hein, puisque voilà donc ce qu'avait annoncé Abdelmadjid Tebboune, hein, l'initiative, je cite, de rassemblement sera le prolongement des lois de la Rahma, de la concorde civile et de la réconciliation nationale, notamment en faisant un lien aux tragédies nationales. Il parle aussi de cette main tendue. On va en parler puisque ce sont des mots et encore cette année sur une telle situation d'ampleur, hein, puisqu'il y a des milliers de familles qui restent sans réponse. Comment se positionne Abdelmadjid Tebboune, notamment en cette journée où il aurait peut-être pu rendre hommage. Et je rappelle d'ailleurs que l'année dernière, la manifestation qui devait avoir lieu a été au bout de 10 minutes manu militari, donc, excusez-moi du terme, mais dégagée par les forces de l'ordre en Algérie. Maître Aïssa Rahmoun, bonsoir une nouvelle fois. Comment peut-on parler effectivement de disparus, sans parler d'enquête, sans parler d'ouverture de dossier, sans parler de procureurs, de magistrats? C'est le fait aussi qu'en Algérie, malheureusement, le système de la justice, il n'est pas assez stable, il ne fonctionne pas. Il y a aussi cette justice du téléphone que
C'est lié aujourd'hui que ces familles ne restent sans réponse? Est-ce que c'est le fait que la justice soit défaillante, ou est-ce que justement, question, pourquoi on reste sans réponse 20, 25, 30 ans après? Pourquoi il y a une crainte du pouvoir algérien de réveiller ces dossiers? Écoutez, Chaban, déjà aujourd'hui, pour 3 jours, la fédération Euromed qui lutte pour la question des disparitions forcées organise effectivement ce séminaire intitulé. Alors, on vous a perdu, intitulé « Agir contre le déni de justice ». On va vous retrouver. Alors, est-ce que vous êtes parmi nous? On va tenter de vous retrouver. Est-ce qu'on a Anis Al-Khama avec nous, qui est de retour peut-être? D'accord. Alors, on va retrouver Anis Rahmoun. Azin Toumi est avec nous. Ce que je vous propose, c'est qu'on visionne. Je vais inviter Karim à nous diffuser cette première vidéo, justement, sur. Vous allez entendre ici c'est un hommage qu'on rend aux disparus. Vous allez entendre, tendez bien l'oreille, notamment quelques messages de famille qui s'expriment, qui sont dans la douleur profonde, en se posant des questions, en nous expliquant, en nous donnant la date. Vous allez entendre ici ces sonores et ces images assez, même très poignantes. Mon fils Abdelmalek, il était emmené le 18 avril 1996 à 18h30. Il était 4 heures d'après-midi. Il y a un de ses amis, il est monté avec le bidon, il m'a dit Mohamed, ils l'ont pris. Je dirais qu'il a été jugé dans une cour spéciale. Ils sont montés. Personne n'avait assisté. Civil et armés. De sécurité militaire. Je suis la sœur du disparu. J'ai été enlevée, moi et mon frère. Il a été enlevé, lui le premier, puis ils sont revenus vers moi. Moi, j'ai été relâchée le 8 avril 1996. Et j'ai laissé mon frère là-bas. À ce jour, les familles qui restent sans nouvelles, sans réponse. Inutile de comprendre, enfin en tout cas d'essayer de comprendre la douleur. Maître Aïssa Rahmoun, on vous a retrouvé. Je vous laisse continuer. Donc vous étiez en train de nous dire effectivement ce rassemblement sous la thématique d'agir contre le déni de justice. Oui, tout à fait. Et au passage, à mon tour aussi de saluer, de m'incliner face au combat des familles de disparus, de ces ONG qui sont le porte-flambeau de cette cause, qui est une cause internationale. Il faut rappeler que la disparition forcée est classée dans le standard international comme crime contre l'humanité. Ça, c'est très important, il faut le rappeler à chaque fois. On est le 30 août, c'est aussi la journée internationale de l'emblème Amazigh. Et la journée internationale de lutte contre les disparitions forcées. Vous voyez deux dénis en même temps, le déni identitaire que le régime algérien exerce d'une manière continue. Plus que ça, il essaye de monter des Algériens contre d'autres Algériens. Et le déni de justice qui est là, qui est la non reconnaissance de ce travail, de cette lutte des familles de disparus. 1. Pour accéder à la vérité. 2. Pour accéder à la justice. 3. Accéder à la réparation. 4. Faire le deuil s'ils sont classés décédés. Et par la suite, comme 5e étape, le devoir vient, le devoir de mémoire. Pour que nul n'oublie ce qui s'est passé durant la décennie rouge, comme vous l'avez si bien dit, si Chaban. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité. Pourquoi l'État, ce n'est pas la responsabilité seulement des associations des familles de disparus, de leurs familles, mais c'est la responsabilité de l'État. Et quand je dis c'est la responsabilité de l'État, c'est le pouvoir politique, qu'il soit le pouvoir réel ou le pouvoir civil,
qui sont la façade du régime de la junte militaire. Parce qu'il y a la justice, je vous laisse terminer là-dessus, il y a effectivement la justice et son fonctionnement, vous nous en parlez assez maintenant depuis plusieurs années et on vous en remercie, mais il y a d'un côté cette justice, mais il y a d'un côté aussi ce silence d'un président, Abdelmadjid Tebboune, qui parle de réconciliation, d'ouverture, de main tendue. On l'entend pas, on n'entend pas cette volonté peut-être d'apaisement que par des mots. Est-ce que, indépendamment de cette justice défaillante, du téléphone, est-ce que réellement le pouvoir algérien a envie, encore une fois, de se préoccuper de ces familles, de les apaiser, de les aider, de les rencontrer, de leur envoyer des messages, de les retrouver au palais en discutant avec elles, ou c'est un pouvoir qui se contrefiche du peuple, j'ai envie de dire, puisque en Algérie, il y a énormément de familles qui sont concernées. J'allais venir sur ça, si Chaban. Pourquoi je disais que c'est la responsabilité de l'État. La responsabilité de l'État, c'est les institutions, que ce soit la présidence, les vrais décideurs politiques, les détenteurs du pouvoir, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, qui n'arrivent pas, en fin de compte, à se débarrasser, à être eux-mêmes des pouvoirs indépendants, mais aussi la responsabilité de la classe politique, de l'opposition, de la société civile et du peuple algérien. La question de la disparition forcée, ce n'est pas seulement une question de volonté d'un parquetier pour enclencher une procédure, une enquête, c'est la responsabilité de tous. Aujourd'hui, on comprend très bien que le chef de l'État actuel, même celui, Abdelaziz Bouteflika, qui avait dit que, et Tommy l'a très bien rappelé, Matkounouch Bikayat, vos enfants ne sont pas dans ma poche. Voilà une manière vulgaire, indigne de traiter le combat de l'humain. Vous savez, quand on perd quelqu'un de sa famille, c'est notre moitié qui est perdue. C'est une mort dans l'âme, réellement. Et sur ce chapitre, c'est pour cela que j'ai dit, Chaban, ce n'est pas seulement la responsabilité de la justice, une justice qui est aux ordres, une instance, une APN qui est aux ordres, des ministres qui sont aux ordres, d'un pouvoir qui décide, mais aussi la responsabilité de la classe politique, de la société civile. Aujourd'hui, le combat des familles de disparus, ce n'est pas seulement cette catégorie, c'est toutes les institutions de l'État, et tous les partis politiques et la société civile. Pourquoi en Afrique du Sud, ils ont réussi à transcender, à dépasser ce traumatisme social, ce traumatisme populaire? Parce qu'il y avait une volonté politique d'une part, mais aussi il y avait le soutien de la communauté internationale, faut-il le rappeler, parce que l'Algérie, quant à ce dossier, ça reste une omerta qui est exercée sur l'Algérie. Il n'y a pas de visibilité internationale où la communauté internationale ne veut pas rendre visible la question des disparitions forcées en Algérie. Pourquoi l'Algérie aujourd'hui ne signe pas la convention internationale relative aux disparitions, à la question des disparitions forcées, mais aussi la convention de Turquie quand il s'agit des certificats médicaux et déterrer ces fosses communes où nos enfants étaient enterrés là et permettre une étude scientifique pour identifier les ADN et dire en fin de compte qui était responsable de ce génocide, de ce crime contre l'humanité. La responsabilité se situe à ce niveau. D'accord que la réconciliation nationale soit une très belle chose en termes de concept, mais le processus de réconciliation nationale, avant qu'elle soit Moussalaha, qui était responsable de ce crime contre l'humanité? Qui étaient les agents qui ont exécuté des citoyens algériens, qui ont fait disparaître des citoyens algériens? Qui était l'ordonnateur? Quand on ne connaît pas le commanditaire, il faut y aller voir le bénéficiaire. Qui a bénéficié de cette tragédie nationale? Oui, d'accord que la tragédie, nous voulons plus vivre
cette tragédie. Nous voulons effectivement changer de la page et voir vers l'avenir. Je reviens vers vous. On peut pas changer de page, on peut pas déchirer de page si on n'a pas la vérité et la justice. Je reviens vers vous dans un instant. Vous le disiez, donc la Mazarité a un patrimoine appartenant à toute l'Afrique du Nord. On va bien évidemment en penser à Karima Naïtsid, que vous allez voir son portrait s'afficher à l'écran, coprésidente du Congrès mondial Amazigh, qui a été donc arrêtée arbitrairement. Elle est détenue depuis le 24 août 2021 et toujours sans procès. Voilà, on a une pensée bien évidemment pour elle, pour sa famille. Je le rappelle donc, Kamira Naïtsid, coprésidente du Congrès mondial Amazigh. La Mazirité est un patrimoine, vous le savez, millénaire appartenant à toute l'Afrique du Nord. Anis Alqama est avec nous. Oui, bonjour. Rebonsoir Anis Alqama. Écoutez, vous avez suivi un peu les échanges. Vu que le temps passe vite, je vous donne la parole. Il y a aujourd'hui des milliers, des dizaines de milliers de familles en Algérie qui sont sans réponse, mais sans message, sans rencontre, qui sont seules quelque part. Elles essayent tout simplement de combattre malheureusement cette douleur. Ce sont des familles, des mamans entre elles. Je lance un grand hommage à toutes les familles de disparus. Effectivement, la disparition, c'est la pire des choses. Lorsqu'on est entre deux états, donc l'état de deuil et l'état de non-acceptation en fait de cette situation, au niveau psychologique, les personnes, et c'est en tant que psychologue que je vous parle, les personnes ont besoin de savoir, ont besoin d'avoir les faits, ce qui s'est passé, est-ce que ces personnes-là sont décédées ou pas, est-ce qu'elles ont été tuées ou pas, pour pouvoir amorcer le processus de deuil et dépasser cette douleur-là qui est malheureusement suspendue dans le cœur de ces familles. Donc je me joins à tous les hommages qui ont été faits avant moi. Vous poursuivez une question selon vous. Effectivement, on rend hommage et on ne le fera jamais assez sur El Mara Albia. De toute manière, à chaque fois qu'on évoque les détenus, ça en fait partie. Pourquoi ce pouvoir? Pourquoi Abdelmadjid Tebboune aujourd'hui ne se réunit pas avec ses équipes en disant une priorité aux détenus, une priorité aux disparus? Il faut rencontrer ses parents. Ce sont les enfants de l'Algérie, les enfants de cette Algérie nouvelle dont il parle maintenant depuis notamment le 12-12. Simplement parce que c'est un vœu pieux, parce que l'Algérie nouvelle n'est pas arrivée, n'est pas venue. Nous sommes toujours dans un recyclage de l'Algérie de Bouteflika. On pourrait parler bientôt d'un 6e mandat, donc on est plein dans le 5e mandat. Rappelons que cette histoire de l'Emchem, donc du rassemblement de tous les Algériens dans un front uni, n'a aucun fondement. On a bien vu aujourd'hui, il y a quelques jours, qu'il y a eu le procès de Ben Halima et des deux lanceurs d'alerte, donc de Ben Halima et de Mohamed, de l'autre gendarme qui a déserté. Et on a vu par quelle dureté ils ont été traités au sein du tribunal militaire de Blida. On a vu aussi les déclarations de Mohamed Ben Halima disant qu'il a été volé, qu'on lui a volé ses affaires et qu'il a été maltraité à Saoula. Donc on parle de rassemblement, on parle d'ouverture, mais en réalité c'est encore plus de fermeture que l'on voit. C'est encore plus de persécution, c'est encore plus de censure, c'est encore plus de dureté envers les militants politiques. Et il faut rappeler aussi, pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui, que l'histoire de l'Algérie indépendante est jalonnée par des disparitions successives. Pour faire la jonction justement entre la journée du drapeau Amazigh et la journée des disparitions forcées, il y a le cas d'un étudiant qui était à l'université d'Alger en 1975 ou 76, je me souviens pas très bien, mais en tout cas, Boumediene avait fait un discours aux étudiants, comme il faisait beaucoup de discours aux étudiants à cette période-là, et il avait laissé la salle poser des questions. Il y a un des étudiants, qui est originaire de la wilaya de Béjaïa, qui avait posé la question de l'enseignement de Tamazight dans les écoles algériennes. Et ben cette personne-là, 2 jours après, a disparu dans des conditions troubles. Et il y a la chanson de Mato Blounas, donc pour ceux qui connaissent, lorsqu'il dit il fait allusion à cette personne-là, donc qui aurait été tué par la sécurité militaire parce qu'il aurait posé une question à propos de la Mazirité. Donc ces questions-là sont liées. L'oppression a toujours été le lot de ce régime mafieux qui ne cesse de nous opprimer, ne cesse d'opprimer les militants politiques, qu'ils soient d'ailleurs berbéristes,
gauchistes ou islamistes durant les années 90. Est-ce qu'on peut parler... Et même des personnes d'autres idéologies actuellement. Est-ce qu'on peut parler ici aussi peut-être d'un problème de gestion? Alors il y a peut-être une crainte de lever cette chape de béton qu'il y a sur tous ces dossiers, mais est-ce que réellement on vient d'évoquer la volonté et la mentalité, en tout cas le chemin que prend aujourd'hui Abdelmajid Tebboune et ses équipes, mais est-ce qu'il y a réellement les compétences en Algérie? Est-ce que les dossiers sont organisés? Est-ce qu'ils existent réellement? Ils sont enfouis quelque part et le pouvoir a crainte et n'a pas peur de les sortir? Ou est-ce que vraiment il n'y a plus rien, ça a été mal géré, on ne sait pas? Ce qui serait dur pour les familles. En réalité, si on veut, on peut, parce que ce même régime a toujours conservé tous les documents, et c'est la même boîte noire qui est dans les renseignements algériens. Donc, s'il y avait une volonté réelle, vous m'entendez? Oui, très bien. Anis El Kama, restez avec nous. Je vais juste, on a réussi à joindre Nassera Dutour. Bonsoir Nassera Dutour. Vous êtes président du collectif des familles de disparus en Algérie. Vous êtes maire de disparus et puis présidente de la FEMED contre les disparus forcés. Le 30 janvier. Il y a maintenant 25 ans précisément, à l'âge de 21 ans, votre fils donc a disparu. On pense à lui, il aurait eu 46 ans. Un mot, on pense à vous bien évidemment, un mot à toutes les mamans, les familles, un mot sur cette journée en particulier, et en particulier en Algérie. On sent tout de même qu'il y a un silence toujours des autorités, un silence du pouvoir. Vous n'êtes pas accompagné, on ne répond pas à vos questions toujours? Non, on nous ignore, totalement. Totalement. On n'est pas accompagné, on nous ignore. Pardon, j'ai même pas dit bonjour, mais on est ignoré, quoi. On a écrit au président de la République maintes et maintes fois, on écrit au ministre de la Justice, on écrit au ministre de l'Intérieur, personne ne nous répond. Personne ne nous répond. Mais bon, on continue à écrire comme ça pour dire on est toujours là. Ils ont cru qu'avec la charte, cette soi-disant charte, la charte de la honte, qu'ils allaient pouvoir nous faire taire, qu'ils allaient gagner, clore le dossier, c'est ce qu'ils n'arrêtaient pas de crier haut et fort. Mais on est là, on est vivante, on peut pas ils ne peuvent pas fermer ce dossier tant qu'on est vivante. Et même si on meurt, il y aura la relève, il y a mes enfants, il y a les enfants des autres, il y a les sœurs et les frères. Jamais ils fermeront ce dossier sans avoir la vérité, jamais, 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 jamais. Jamais. Bouteflika a dit... ils sont pas dans mes poches. En PGB ou la wesh, en PGB ou la wesh, ou la Robra, ils diront PGB. C'est pas de la poussière, ils les rendent dans ses poches. En PGB ou la wesh. Eh, أنا حشمتوني في العالم كي نتدابز بصوتهم. إحنا ندبوا على راسك. ورا السياحين يتبعوك واللي يتبعوك. ندبوا على راسك. إحنا ما قتلنا ما ذبحنا ما سرقنا ما خلينا البلاد. إحنا نحوسوا على أولادنا وجبتوا بهم أولادنا. Nassera Dutour, selon vous, je vous ai posé d'ailleurs la même question l'année dernière et merci pour votre présence. Qu'est-ce qui se passe? En plus, depuis un an, on va dire que les choses elles ont un peu plus évolué sur le papier et sur les mots. On a apparemment un président de la République qui a envie de s'ouvrir, de rassembler, de se préoccuper du peuple. Depuis, on nous parle d'une nouvelle Algérie. Qu'est-ce qui fait peur sur cette chape? Il y a une chape de béton, il y a une crainte de ressortir les dossiers. Qu'est-ce qui leur fait peur aujourd'hui? Pourquoi il y a cette ignorance totale? Non, mais quelle nouvelle Algérie? Oui, il y a une nouvelle Algérie. Une Algérie où on arrête les gens, on les met en prison pour avoir posté une opinion sur Facebook, ou avoir posté une photo sur Facebook, ou avoir tellement donné son avis. On arrête les jeunes, on arrête les vieux, on les met en prison. Bourga, la vice-présidente du CNNT, c'est des gens âgés, ils les ont mis en prison. Bourga, il en est mort. Je suppose que c'est les séquelles de sa détention. C'est quoi ça? Il y a des milliers de personnes qui rentrent et qui sortent de prison parce que pour avoir seulement exprimé une opinion? Ça, c'est l'Algérie nouvelle, oui, mais pas l'Algérie nouvelle que nous voulons. C'est l'Algérie nouvelle qui veulent faire croire, comme toujours, au monde entier. Je me souviens, une fois, dans une conférence, il y a un Algérien qui venait du consulat, un diplomate, je ne sais plus, qui me dit, vous êtes en train de salir l'image de l'Algérie. Mais moi, je ne salis pas l'image de l'Algérie, c'est eux qui ont sali l'image de l'Algérie. Faire disparaître des gens tués, et tout ce qui s'est passé dans les années 90, ça a dépassé l'entendement, ça a dépassé
On ne peut pas imaginer le summum de l'horreur qu'on a atteint. Et ils disaient, moi j'ai sali l'image de l'Algérie. Moi non, moi l'image, je l'enlève. L'image que vous voulez donner à l'international, moi cette image, je l'enlève pour qu'à l'international, ils voient ce qui se passe derrière. Voilà. Torture, disparition, arrestation, enlèvement, interdiction de manifester, interdiction de parler, interdiction de s'exprimer. Tout est interdit. Il nous faut une nouvelle constitution, soi-disant, mais avec beaucoup d'arrière-pensée. Il faut vraiment voir entre les mots qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle constitution. Et derrière, ils nous font de nouvelles lois aussi, soi-disant, pour la liberté d'association, mais il n'y a rien qui change. Au contraire, il faut lire entre les lignes. Ça, c'est l'Algérie nouvelle que eux que nous, on connaît. Et eux, ils veulent faire croire au monde entier que vraiment l'Algérie démocratique, ils ont acquis le président Macron. M. Macron, il veut la vérité. Mais votre vérité, là, vous n'allez pas la faire sur notre dos. Ni M. Macron, ni tous les dictateurs. Cette vérité que vous cherchez, vous ne la ferez pas sur notre dos. Vous ferez la vérité avec les victimes et toutes les victimes. Pas seulement les victimes de disparition forcée, toutes les victimes de l'Algérie. Qu'elles soient victimes de la guerre de libération, qu'elles soient victimes des années 90, qu'elles soient victimes aujourd'hui, les victimes qu'ils ont jetées en prison, les jeunes de 20 ans, les vieux de 80 ans. Ça c'est la vérité qu'on veut, c'est pas la leur. Nous voulons la nôtre, nous voulons une commission de vérité, au cas par cas. On n'a pas besoin de commission d'historiens mixtes. Une commission de vérité au cas par cas où on va entendre les victimes une par une. Et on l'écrira noir sur blanc, cette histoire. On ne tournera pas la page, ni celle de la guerre de libération, ni celle d'aujourd'hui. Nassera Dutour, un dernier mot avec vous, parce que je sais que vous êtes très prise là pendant 4 jours. D'ailleurs, le programme défile sur les écrans. On comprend et on écoute et on sent vos émotions et vous représentez toutes les familles maintenant depuis plusieurs années. On a compris qu'on vous ignorait totalement, en tout cas, notamment le président Tebboune et ses équipes. Mais pourquoi il est dans le silence selon vous? Pourquoi ils ont peur? Pourquoi c'est assez atroce d'entendre ça? Est-ce que c'est volontaire pour créer plus d'atrocités? Si c'est le cas, c'est vraiment dur d'entendre ça. Ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les dossiers, ils n'ont pas les dossiers en Algérie, il n'y a plus d'archives? Il y a les archives. Bien sûr qu'il y a les archives, ils ont tout. Mais quand je cherchais mon fils, ils m'ont sorti le dossier de mon fils. Enfin, ils l'ont sorti en disant qu'ils ne l'ont pas trouvé. Mais je les ai vus de mes propres yeux. Au commissariat, au ministère de la Justice, je les ai vus de mes propres yeux. Donc ils ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas d'archives. Sampéné a dit les archives ont brûlé, il n'y en a plus. C'est faux. Il y a les archives, il y a tout ce qu'il faut. Au ministère de la Défense, ils ont qu'à ouvrir au ministère de la Défense, ils vont voir qu'il n'y a pas. Il y a des listes. Il y a une base de données de tous les disparus au ministère de la Défense. Ils ont tous les dossiers. Ils nous ignorent, mais on est là. C'est bien sûr qu'ils nous ignorent et qu'ils ne veulent pas dire la vérité, parce que les criminels sont toujours là. C'est eux les criminels, c'est pas nous. Tant qu'ils nous auront pas dit la vérité. C'est dommage, j'aurais bien voulu qu'il reste vivant pour qu'il paye sur cette terre. Il paiera là-haut, mais moi j'aurais voulu qu'il paye sur cette terre. Même si eux ils nous ignorent, le monde nous a vus. C'est pour ça que vous nous dites ça, parce que le monde nous a vus. Et le monde continuera à nous voir. Tant que je serai vivant, j'ai fait la promesse aux disparus. Et je tiendrai ma promesse jusqu'au bout. Pas seulement à mon fils, j'ai fait la promesse à tous les disparus. Nassera Dutour, merci infiniment. Que dire après ces mots? Voilà, depuis 24 ans, donc vous êtes président de la FEMED et vous poursuivez votre combat en tant que maman aussi de disparus, puisque voilà, à l'âge de 20 ans, à la fleur de l'âge, votre fils, votre enfant a disparu. Il aurait donc 46 ans. Aujourd'hui, on a une pensée pour vous. Pour lui, bien évidemment, et puis pour toutes les familles. Merci Nassera Dutour, je sais que vous êtes très prise, vous deviez venir, mais voilà, en tout cas, vous avez pris le temps. Merci infiniment. On va écouter ici justement une maman qui crie, qui ne trouve pas de solution, mais qui ne lâche rien. لا واش داروا لا واش ما داروش
صغار يقراو مساكن ما على بالهم والو تيبقى ناطق الخبز ما يجيبها لهمش بابا ما ياكلوهاش ما فهمتش انا تحطت عليا البليه كي تسمعي باللي كاين الناس كانت متورطه في التسعينات وتكرمت ماشي غير في التسعينات دركا مازالوا يتكرموا مجرمين كلهم قاعدين يتكرموا وعايشين ولاباس عليهم فيهم وحنا خبر كما يقولوها ما كانش هضره برك ما كانش كاينه العداله الالهيه ما كاينه العداله الالهيه العداله تاع ربي تاع ربي بصح الدنيا ما Anis Al-Qama, je reviens vers vous. Je vous laisse terminer bien évidemment ce que vous étiez en train de dire. Et puis, on vient d'écouter Nassera Dutour, qui est présidente du collectif des disparus en Algérie, de la FEMED, qui fait un travail à l'international, puisque des disparus forcés, malheureusement, ils s'en comptent des millions dans le monde. Oui, donc je salue Madame Nassera Dutour et je salue vraiment son courage et son abnégation et son travail formidable. Je voulais parler aussi comme vous m'avez posé la question, vous m'avez dit pourquoi ils ne mettent pas à jour tous ces dossiers-là. En réalité, ils les ont, ces dossiers-là, ils les ont dans les archives. Ils ne veulent pas tout simplement en parler, ils ne veulent pas ouvrir ce dossier-là parce qu'en réalité, le système n'a pas changé. On est toujours, comme je vous l'ai dit, dans la continuité du système Bouteflika, qui est lui-même la continuité du régime politico-militaire qu'il y avait en 1962. Et comme je vous l'ai dit, c'est une succession de disparitions qui ont jalonné l'histoire de l'Algérie. Donc c'est une pratique liée, consubstantielle, à la manière de gérer qu'a ce régime militaire. Et en réalité, c'est propre à tous les régimes dictatoriaux militaires. On a vu ça aussi, et je pense que Madame Nassera Dutour le sait, en Argentine, lorsque les femmes sortaient manifester, il y avait des femmes de disparus aussi en Argentine. En réalité, c'est consubstantiel à la manière de gérer le pays. Ils ne veulent pas, pour eux, ressortir ces dossiers-là. Et ça reviendrait se juger eux-mêmes. C'est eux qui étaient aux commandes dans les années 90 et même avant. Pour faire une parenthèse sur ce processus-là, s'il y avait une réelle volonté de faire un travail de vérité et justice, on n'aura pas à inventer l'eau chaude. Ces mécanismes-là juridiques existent. Ça a été fait récemment en Tunisie avec la commission Justice et Vérité, où il y a eu des choses qui ont été faites sur le régime Ben Ali. Ça a été fait au temps de l'apartheid en Afrique du Sud, où il y a eu des dossiers qui ont été ressortis. Et en réalité, si on veut faire ce genre de choses, il y a des personnes, il y a des juristes, il y a des spécialistes dans ce genre de domaine. On n'aura pas inventé de nouveaux mécanismes. Mais tout simplement, nous sommes face au même régime politico-militaire qui kidnappe les enfants, qui tue, qui fait des disparitions forcées, qui jette dans la mer à Alger, comme je vous l'ai rappelé, des militants berbéristes qu'on coule avec du béton, qui kidnappe des personnes et qu'on juge de manière expéditoire dans les années 80-90, qui juge actuellement de manière très sévère des lanceurs d'alerte qui normalement n'auraient pas dû être expulsés d'Espagne parce qu'ils exerçaient tout simplement leur liberté d'opinion. Donc en réalité, c'est tout ce système-là dans sa globalité qui est à juger, qui est à revoir. L'expression, donc ces disparitions forcées-là ne sont qu'une expression parmi d'autres expressions de ce système politico-militaire mafieux. Restez avec nous, Anis Al-Qama. Azdine Toumi, je reviens vers vous. Vous êtes en Algérie. Encore une fois, merci pour tous les invités qui font l'honneur de leur participation, notamment d'Algérie. On a un président, Abdelmadjid Tebboune, qui sort d'une grosse cérémonie pendant 3 jours. On ne va pas revenir sur cette relation. On en a parlé énormément et on y reviendra un peu selon les suites. Mais on a vu toute une série de dossiers être signés à tous les niveaux, la culture, la jeunesse, l'ouverture, le partenariat, entre autres, les hydrocarbures. Azdine Toumi, vous êtes en Algérie. Qu'est-ce que représente Abdelmadjid Tebboune après un 12-12 2019, qui maintenant, on arrive bientôt en 2024, d'ailleurs c'est les prochaines présidentielles. Il nous parle d'une nouvelle Algérie. On est le 30 août, des familles sont meurtries. Aujourd'hui à Constantine, elles se sont réunies. Quand il nous parle du prolongement des lois de la Rahma, de la concorde civile, du rassemblement.
En tout cas, le chef de l'État, il est face à un échec cuisant à tous les niveaux. C'est un bilan catastrophique sur le plan économique, sur le plan politique, notamment la question des droits de l'homme, les procès contre les activistes, contre les hommes politiques, les emprisonnements, les poursuites judiciaires, etc. Sur le plan social aussi, à tous les niveaux. Donc le pouvoir, il s'est senti dans l'obligation de concocter quelque chose, de bricoler quelque chose pour que ça soit un signe ou ça soit un slogan ou je ne sais pas, pour peut-être aller vers notre mandat. Et d'où sort cette histoire de Lem Chemel qui, jusqu'à présent, n'est pas toujours claire. Ça parle de partout, mais je pense que le pouvoir a voulu, à travers cette, entre guillemets, si on peut appeler ça une initiative, d'abord de donner quelque chose au chef de l'État, un exploit en quelque sorte, de un et de deux, pour tenter de fermer ce dossier des années 90, ce dossier des disparus. Je pense que le pouvoir veut faire de ce Lem Chemel comme étant la dernière étape et la toute dernière étape de ce processus de réconciliation, etc., pour fermer définitivement ce dossier. Mais revenons à cette visite du chef de l'État français, Emmanuel Macron, en Algérie, qui a duré 3 jours et qui encore des médias ont été mobilisés, notamment en Algérie, pour faire de cette visite une réussite. Ce n'est réussite que sur les écrans de télévision, que dans les discours des uns et des autres, mais sur le terrain, même les accords, ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils disent historique. D'accord, les réunions, etc., il y a. Mais quand vous voyez un chef de l'État français, après une crise entre les deux pays, une crise diplomatique entre les deux pays, il vient pour aller visiter un marchand de cassettes, un marchand de CD dans un quartier à Oran pendant toute la journée là-bas, etc. Donc on voit... Alors vous qui êtes, maintenant que c'est bien que vous en parliez, vous qui êtes en Algérie, encore deux petites minutes avec vous, avant de donner la parole à Anis Al-Khama et puis à Maître Rahmoun, vous qui êtes en Algérie, comment vous avez vécu ça pour vous? C'est quoi? C'est du cinéma? C'est une rencontre comme une autre? Ça va être bénéfique pour la jeunesse? Parce que ce mot de jeunesse et d'avenir, on nous l'a rappelé à tout bout de champ, à toutes les sauces. Quand vous avez vécu ça, est-ce que réellement ça va demain, vous pensez, vous croyez que ça pourra changer le quotidien des Algériens, des Algériennes, ou pour vous c'est seulement des intérêts d'un pays étranger qui vient chercher ses intérêts, ce qui peut se comprendre d'ailleurs, hein. C'est vraiment légitime que la France vienne chercher ses intérêts. Elle a toujours cherché ses intérêts en Algérie. Elle a toujours soutenu les régimes successifs contre leurs privilèges, leurs intérêts ici dans le pays. Donc il y a un an à peu près, Emmanuel Macron avait semblé lâcher le régime d'Alger. Finalement, il a tenu un discours contradictoire complètement une année après, parce que pour moi, tout simplement, la carte de l'Algérie, elle est utilisée politiquement en France, notamment quand il y a des échéances électorales, etc. Et en Algérie, c'est une carte qui est utilisée aussi par le pouvoir algérien pour mobiliser l'opinion publique, pour mobiliser le peuple autour de lui. Donc je pense que cette fois-ci, le régime algérien, il a besoin de reconnaissance, toujours dans cette logique d'échec à tous les niveaux à l'intérieur. Donc il est en train de chercher des soutiens. Mais est-ce que réellement ça va lui apporter des choses? Est-ce que réellement il va pouvoir se redorer le blason, être plus légitime, gagner de la légitimité en ayant reçu un chef d'État? Et puis vraiment cette question elle est importante, je vous demande vraiment de répondre rapidement. Est-ce que selon vous avec vos familles, vos entourages, dans l'environnement où vous vivez, est-ce que vraiment c'est un espoir cette rencontre avec toutes ces signatures? Le peuple seul qui a le pouvoir de donner de la légitimité. Quant à ce pouvoir, peut-être il va gagner du temps. Il ne va pas gagner de légitimité, mais peut-être il va gagner un peu de temps, d'autant plus que
l'énergie, elle est une carte importante aujourd'hui. Et comme l'Algérie est un grand producteur de gaz, il y a un producteur aussi de pétrole et il y a d'autres gisements qui sont en train d'exploiter. Le pouvoir algérien, il a pris la décision, il a décidé de tout vendre. Tout ce qui est vendable, il va le vendre en termes de richesse, le phosphate, le fer, le zinc, le cuivre, etc. Et puis les Européens, et ils ont reçu le message, les Européens, les Américains, les Russes, les Chinois et les autres. Donc ils viennent tous pour chercher quelque part, pour prendre quelque part. Donc nous sommes dans ce deal aujourd'hui. Donc ils vont gagner un peu de temps, mais c'est un régime qui, moi je pense que Macron il a fait une erreur monumentale. D'abord, je pense que ça va rester un point noir dans sa carrière politique. Il a tourné le dos aux valeurs humaines, ces valeurs auxquelles il croyait profondément quand il était candidat et quand il était président et quand il vient en Algérie. Aucun mot sur les détenus d'opinion, aucun mot sur les droits de l'homme dans notre pays. Je pense qu'il est en train de soutenir un régime finissant. Ils ont toujours fait ça en Afrique et ailleurs. Ils sont en train de miser sur un régime qui est naturellement fini. C'est juste une question de temps et le pouvoir reviendra au peuple. Merci Azdine Toumi d'avoir été avec nous. Les derniers tours de micro avec Anis El Khama. Commencez par Maître Aïssa Rahmoun. Vous rejoignez un peu, là je retrouve le défenseur des droits de l'homme, le militant politique aussi. Vous rejoignez un peu ce que vient de nous dire Azdine Toumi. Abdelmajid Tebboune, en parlant du pouvoir, bien sûr, puisque c'est lui, il représente l'Algérie, les plus hautes instances de l'État. C'est un régime qui se termine, c'est une ère qui se termine dans les mois proches à venir. Aujourd'hui, il y a une instabilité, vous ressentez ça, et que le peuple va continuer à reprendre un peu les rênes de ce qu'il souhaite. Alors, c'est mon tour si vous voulez, Maître Rahmoun, c'était à votre tour, mais allez-y, Anis El Khama, si vous avez entendu la question, allez-y. Oui, je ne pense pas que Tebboune soit finissant, et je pense qu'il prépare un deuxième mandat, malheureusement, qui serait le 6e mandat de Abdelaziz Bouteflika, et l'énième mandat, bien sûr, de ce régime militaire. Après, pour revenir à ce qu'a dit votre invité juste avant moi, je ne pense pas que la France s'est souciée dans son histoire des droits de l'homme, même si en réalité nous avons des déclarations de droits de l'homme, etc. Mais en réalité, ça a toujours été les relations qu'a entretenues la France, spécialement avec l'Afrique, dans le cadre de ce qu'on appelait aussi la France-Afrique, l'Algérie n'y est pas une exception, étaient des relations de domination néocoloniale. Malgré ce qu'on peut dire, malgré les discours de Macron, disons qu'il allait inaugurer une ère nouvelle avec la jeunesse africaine, etc. Moi, je n'y crois pas du tout. Ce sont des rapports de force. Les relations internationales sont des rapports de force. Et en réalité, on aurait pu nous-mêmes tirer notre épingle du jeu. Je m'explique. Dans cette période-là où il y a des tensions avec la Russie, où il y a des problèmes d'approvisionnement de gaz, même si l'Algérie, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas un si grand exportateur de gaz, en réalité, on est à peu près 10e ou peut-être même plus, et la Norvège et l'Australie sont beaucoup plus élevés que nous dans les ressources, dans les réserves, etc. Il ne faut pas rester bloqué dans une lecture des années 80-90. Malgré cela, on arrive à avoir 11%, à approvisionner 11% de l'Europe et 8% du territoire français en gaz. Ces petits pourcentages-là font quand même qu'on a une carte, une pression qu'on peut exercer pour avoir des investissements massifs, pour avoir des investissements notamment dans les hydrocarbures, mais aussi hors hydrocarbures. On a vu que Macron a ramené une délégation de 90 personnes, allant de l'historien jusqu'au musicien, en traversant plusieurs spectres de la société. On aurait pu profiter de cette occasion-là, de ce rapport de force qui se rééquilibre un peu à notre avantage sur cette question-là gazière, pour attirer des investissements. Ce n'est pas avec une photo à Disco Maghreb ou avec tout le respect que j'ai pour les artistes de rail, etc., telle n'est pas la question. Mais en réalité, ce dont l'Algérie a besoin, ce n'est pas d'une photo avec une cassette de Hasnid de Emmanuel Macron, c'est d'un investissement massif dans plusieurs secteurs. C'est des secteurs qui pourraient être développés en Algérie, et à la fin, ce qu'on récolte, c'est une photo plus ou moins sympathique, je laisserai les gens juger cela, dans un magasin de disquaires, quelques légères intentions d'investissement
dans les startups, mais absolument rien de concret. Absolument rien de concret. Merci, C'est-à-dire que Anis. même lorsque par l'effet d'une situation, d'une conjoncture internationale dans laquelle on n'a rien à voir, c'est la Russie qui a des... Enfin, c'est Poutine en l'occurrence. Je vous laisse terminer, Anis Al-Khama, s'il vous plaît. Je finis ça. Ouais. Même dans une position relativement intéressante pour notre régime, il n'est pas compétent pour pouvoir négocier. Il n'est pas compétent pour pouvoir mettre en avant des dossiers ou demander des investissements dans certains secteurs. Et oui, malheureusement, alors allez-y, mais on gardera 30 secondes, cher Maître Aïssa Rahmoun. Non, je laisse finir alors. Merci pour votre fair play. En tout cas, c'est intéressant ce que vous dites, mais à condition que ces signatures-là, elles aillent aussi en direction du peuple. Maître Rahmoun, on a l'habitude de vous recevoir, mais peut-être une minute, le militant politique, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Il faut continuer, il faut que le peuple reste soudé, c'est la seule solution pour avoir des réponses, par exemple, sur les disparus dans quelques années, en tout cas, on l'espère pour les familles. Oui, tout à fait. Je me permets de faire un parallèle. Si les archives de la révolution algérienne ne sont pas encore ouvertes aux historiens ni aux populations, soit de la rive nord ou de la rive sud de la Méditerranée, arrangent les raisons d'État. Le dossier des disparitions en Algérie aussi, on peut le classer comme des archives qui ne peuvent pas s'ouvrir aujourd'hui par la volonté du régime, par décision délibérée politiquement, d'une manière politique, du régime algérien. Pourquoi? Parce que le résultat, là, on aborde aujourd'hui la journée internationale contre la disparition. Aujourd'hui, si on ouvre les archives, certainement... Ouais. Je vous laisse finir, Maître Rahmoun. Rapidement, s'il vous plaît. Beaucoup de responsables du régime politique algérien sont responsables devant ce crime contre l'humanité. Merci, Maître Rahmoun, d'avoir été avec nous. Je vous souhaite très belle soirée. Merci à toute l'équipe de m'avoir accompagné en régie. Jamila, Dina et Karim. Voilà, fallait absolument revenir sur les détenus. J'en ai perdu mon oreillette. Fallait revenir sur les détenus et puis surtout ces dizaines de milliers de victimes, de disparus. On pense aux familles. Bonne soirée à tous. Le programme continue sur El Marharibiya.